Bienvenue à tous les amis dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif que l'émission n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Si vous voulez aider Planète Ingé et faire partie du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez acheter les NFT, vous allez voir c'est super fun, et vous obtenez des contreparties, comme par exemple garder les fichiers audio d'une émission, recevoir des autocollants par la poste chez vous, accéder à une communauté WhatsApp, et tout ça se passe sur planèteingé.uncut.fm. Vous pouvez aussi tout simplement faire un don direct sur la page Tipeee de l'émission. Je vous ai mis les liens dans le descriptif. Enfin, je vous rappelle que pour que le plus grand nombre puisse profiter de ces témoignages exclusifs, il faut les partager autour de vous à travers vos réseaux sociaux favoris, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, par SMS, par WhatsApp, par email, par pigeon voyageur, par hibou, partagez-le. Et surtout, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous par avance. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bon épisode à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Planète Ingé. Je reçois aujourd'hui David Martinon. Je suis en terrain connu. David est un ancien de l'INSA. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas eu un ancien de l'INSA, donc je renoue avec mes bonnes habitudes, mes premiers épisodes, on va dire mes premiers amours. C'est souvent gage de qualité, c'est souvent des épisodes très écoutés, donc David, sans pression, je te laisse te présenter aux auditeurs. Salut Mathieu, enchanté d'être là. Donc David Martineau, je suis effectivement un ingénieur INSA. J'ai fini l'INSA en 94 en mathématiques appliquées, au l'INSA de Rouen. Pour revenir un peu avant, j'ai fait un DUG de sciences avant, donc je suis rentré à l'INSA les 3 dernières années. J'ai fait donc mathématiques appliquées à Rouen. Et j'ai en particulier quelque chose qui a fait un événement qui a beaucoup changé ma carrière à l'INSA. J'ai fait un stage d'entreprise de 3 mois à Total Oil Marine à Aberdeen, dans l'industrie pétrolière. C'était une petite affiche qui était dans les couloirs de l'INSA, qui recherchait quelqu'un qui pouvait faire de la modélisation des flux de gaz dans les pipes. Le sujet, m'intéressait moyennement, mais surtout ce qui m'intéressait, c'était de partir à Aberdeen pendant 3 mois et aller dans l'industrie pétrolière. Donc tout a commencé un peu là, mais je pourrais en parler un peu plus après. Donc l'industrie pétrolière, quand on a des personnes de ton expérience, c'était une industrie qui attirait à l'époque les jeunes talents. Peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Et il y a peut-être aussi effectivement des raisons. C'est vrai qu'à l'époque, ça attirait beaucoup. Et moi, ça m'a énormément plu tout de suite, cette industrie. Elle me plaît toujours et je pourrais en parler un peu plus aussi, un peu plus longuement. Mais à l'époque, c'est vrai que le côté expatriation, le côté aventurier, le côté exploration, aller bureau en hélicoptère sur les plateformes pétrolières, après pas repartir dans la jungle en Indonésie. Donc tout ça, m'a énormément attiré à l'époque et toujours m'attire toujours, parce que il y a un côté aussi gros projet technologique, enfin d'un point de vue d'ingénieur, c'est quelque chose d'assez incroyable, l'industrie pétrolière. Et donc cette partie-là aussi de la technique m'a beaucoup intéressé. Le côté humain aussi, c'est l'industrie, donc il y a des ouvriers, des techniciens, voilà, des ingénieurs. Enfin, c'est une grosse usine à gaz, quoi, comment dire. Donc, c'est une super aventure. Et il y a le côté aussi géopolitique qui, avec le temps, m'a aussi beaucoup intéressé. Si on revient au tout début de Planète Ingé, l'épisode 1 avec c'était Franck, quelqu'un du oil and gas aussi, et on en avait parlé, on avait dit c'est une grosse machine intellectuelle de connaissances techniques et humaines pour participer à la transition écologique, parce que c'est vraiment un secteur qui, au niveau technologique, et une façon d'être aussi dans la façon d'aborder les challenges techniques, qui a un savoir-faire incomparable.
Non, non, tout à fait. C'est vrai que il a peut-être. Alors d'abord, Franck et Fouad était à l'INSA aussi, juste l'année au-dessus de moi. Donc, je le connaissais à l'époque. Et il travaille aussi en ce moment en Roumanie, donc je le vois de temps en temps. Donc, c'est resté un ami. Et l'industrie pétrolière, donc oui, comme tu dis, est une industrie assez fascinante parce il y a ce sens commun chez les pétroliers de donner, enfin de faire partie du progrès, on va dire, des 100 dernières années. Une partie du progrès a été fait grâce à l'énergie, et en particulier qui était le oil and gas. Donc il y a ce sentiment de mission de fournir de l'énergie au monde. Et donc, c'est vrai que ce progrès de ces 150 dernières années, même plus, donc que l'industrie pétrolière a apporté énormément de progrès, mais aussi, oui, a apporté beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, à nous aussi de participer à régler ce problème. Et je pense que la plupart des gens dans l'industrie se sentent concernés et se sentent prêts à apporter leur savoir-faire à ce problème. Et ça se voit, moi je le vois de tous les jours. Et j'ai plein d'exemples et je peux en parler pendant des heures de ces exemples, justement, de comment réduire les émissions, comment fournir, s'assurer de l'énergie, de la sécurité énergétique, s'assurer que l'énergie est affordable. Euh, donc tous ces problèmes, c'est des problèmes dont on est assez conscient dans l'industrie. Bah, tu viens parfaitement de résumer les sujets de l'émission, c'est pour ça que je t'ai invité, c'est ça qu'on va parler, c'est de montrer aussi que l'industrie pétrolière travaille sur des actions concrètes de réduction d'émissions de carbone et puis sur sécuriser l'approvisionnement énergétique, qui est un challenge. Euh, Avant d'arriver à ces sujets-là, de rentrer dans le cœur du... Je pense que c'est intéressant qu'on s'arrête sur ton parcours un petit peu. Je te rassure, hein, on va pas passer 2 heures dessus, mais quand on a des gens de ton expérience, il faut expliquer quel a été un petit peu ton parcours et quel est aujourd'hui ton poste exactement. Je me rappelle pas qu'on l'ait mentionné. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, qui tu es aujourd'hui? Alors, j'ai créé une compagnie avec un partenaire, un ancien chômeur aussi, il y a environ 18 ans. Et donc, je suis le PDG de cette compagnie. Euh, donc, on a créé cette compagnie il y a 18 ans qui opère principalement. Donc, ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on opère en Roumanie et en Ukraine. On opère des vieux champs pétroliers et gaziers pour les rendre plus efficaces, plus performants. Et surtout, les 10 dernières années, on a été très occupés à les rendre plus propres. Il y a énormément de champs pétroliers à terre dans cette partie du monde euh, qui fuient dans tous les sens, mais, en gros, et qu'il faut nettoyer. Et pour assurer aussi une sécurité à la population locale, que ce soit le gaz ou le pétrole. Enfin, je prends un exemple, par exemple en Ukraine, on a été très occupé, évidemment, les derniers 6 mois à s'assurer une continuité de fournir du gaz aux populations locales qui en avaient besoin pour se chauffer. Et donc, il y a, une fois de plus, je reviens sur ce que je disais un peu avant, cet intérêt commun, ce sens de faire quelque chose qui sert à quelque chose. Et en Ukraine, ça a été vraiment flagrant les 6 derniers mois. Donc voilà ce qu'on fait. Donc c'est une boîte que j'ai créée il y a 18 ans. Alors pour revenir après, en transition entre qu'est-ce que je suis sorti d'INSEAD dans 94 et cette boîte, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc mon, après 94, donc j'ai fait mathématiques appliquées à l'INSA. Je voulais, j'avais adoré donc là, ce stage en entreprise à Total à Aberdeen, et je voulais donc continuer dans l'industrie pétrolière. J'avais le service militaire à faire et j'avais pas envie forcément de le faire dans les bureaux. J'ai un peu toujours eu cette envie d'aventure, on va dire. Donc, je l'ai fait dans les chasseurs alpins à Annecy pendant 10 mois, où j'ai énormément appris d'un point sur la gestion humaine. Et ça a été une expérience formidable. Et après ce service, donc j'ai été recruté par Schlumberger
Donc, Est-ce que je peux t'interrompre juste 2 secondes avant oui, qu'on passe sur Schlumberger? Tu faisais partie des chasseurs alpins, oui, c'était militaire, c'est ça? C'était dans le 16. C'est oui, quoi que tu as retenu de ton expérience là-bas? Moi, tu me dis chasseur alpin, je vois juste les mecs qui montent, à ski, à pied, ouais, comme des dingues. exactement ça. Et quand tu es, on va dire, un sergent ou caporal, quand tu as 10 personnes à faire monter aussi à pied, qui n'ont vraiment pas envie, bah, tu apprends énormément sur la gestion humaine. Donc, c'est ce D'accord. que je voulais faire. C'est ce que un peu, je voulais faire un peu quelque chose qui sort un peu du cadre. Il y a beaucoup de personnes, après en étant ingénieur, essaient de trouver un moyen de ne pas faire le service militaire forcément, pour faire le VSN, des choses comme ça. J'avais envie de faire un peu quelque chose de différent. Et donc, oui, et donc ce que je n'ai retenu, c'est dans les moments difficiles, comment motiver les personnes, comment gérer les conflits, comment. Alors, le côté militaire, non, j'ai rien retenu. Et justement, juste là, comment on entraîne les gens, et comment juste je me permets, je rebondis, hein, sur Ah oui, c'est bien des sûr. thématiques qui sont intéressantes. Comment tu motives les gens, Alors, il faut comment tu leur fais trouver. gravir une montagne quand ils ont pas envie de Ouais, monter, ouais. quoi? Bah, exactement, il faut trouver le point essayer déjà bien les comprendre, essayer de comprendre quel est l'intérêt de chacun de monter là-haut. Est-ce que s'il y en a forcément peut-être pas souvent, mais et donc c'est la motivation on va dire entre la carotte et le stick, mais c'est plus la carotte qui marche que le stick. C'est-à-dire qu'il faut essayer de motiver les gens, leur donner envie d'aller là-haut, leur dire qu'une fois qu'on sera là-haut, et ben on sera fiers, on sera content, et puis on va se reposer, puis on aura un bon chocolat chaud ou un vin chaud, et puis on redescendra et on pourra dire ce qu'on a fait quand même, on sera fiers. Donc, et c'est des choses que j'ai retenues après pour tout ce qui est la gestion humaine dans ma compagnie tous les jours. Donc, essayer de bien comprendre les motivations de chacun. Chacun a des motivations un peu différentes, des intérêts un peu différents, et essayer de les motiver sur ces motivations personnelles, plutôt que. Et oui, après les faire un peu rêver. Donc, essayer de donner une vision sur ce qu'on va essayer d'atteindre, et donner un sens à tout ça. Donner un sens aussi, je pense que c'est important. C'est vrai que moi, j'ai toujours été bon public parce que je pense que c'est essentiel, des messes ou même des instants où le manager, le président, le CEO prend la parole et donne sa vision pour dire Mmh. où on va, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Et il y en a toujours pour en rire. Moi, je trouve que c'est très important parce que ça permet toujours de recontextualiser, de recadrer, de donner des perspectives. Et quand tu travailles avec des gens intelligents, Mmh. ça leur permet d'avancer. Non, non, tout à fait. Je pense que c'est très important de donner du sens au travail, donner, un contexte, et donner, le sentiment, et j'espère que c'est plus que le sentiment, c'est la réalité qu'on fait ça pour quelque chose, pas uniquement pour avoir, un salaire ou pour avoir un bonus à la fin de l'année. C'est qu'il y a aussi une autre un bien commun derrière. Moi, ce qui m'a toujours, on va dire, motivé pour créer ma boîte aussi, c'est pas simplement heu, de faire de l'argent à la fin du trimestre, mais c'est de créer quelque chose qui a de la valeur pour les personnes à qui l'on fait. Et les personnes à qui l'on fait, c'est nos clients, c'est nos employés, c'est les communautés là où on travaille. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des clés peut-être de succès de l'entrepreneuriat, hem, c'est de pas se focaliser que sur le résultat financier. Le résultat financier vient après, et il vient généralement après. Si on donne un sens à ce qu'on fait à tout le monde, hem, bah, les gens, oui, vont payer pour ce service, ou les gens vont, donc ça va venir. Mais se focaliser que sur le résultat financier, ça marche pas. C'est Si clair. tu devais nous donner justement ton entreprise, son nom, on dit XP, c'est ça? XP, oui. XP. Si on donnait la vision d'XP, qu'est-ce que tu dis à tes employés pour les motiver tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, justement? Pour leur faire monter la montagne, tu leur dis quoi? Écoute, ce qu'on fait, donc c'est rendre ces vieux champs pétroliers, pas très jolis, les rendre, donc plus efficaces, les rendre plus propres, plus sûrs,
pour s'assurer qu'on continue à utiliser ces champs plus longtemps, parce que ces champs ont un rôle pour la communauté locale, pour l'instant. Pour revenir à un exemple, en Ukraine, tant que les gens ne seront pas chauffés à l'électricité, tant qu'ils n'auront pas des pompes à chaleur, ça sera le gaz qui va les fournir. Donc il faut s'assurer que ces champs soient bien entretenus et soient performants. Et pendant cette période de transition, s'assurer aussi qu'on pollue le moins possible. Et donc réduire les émissions de méthane, réduire les émissions de CO2, réduire la consommation d'électricité de ces champs est très important. Et il y a plein de nouvelles technologies qui le permettent. Et on a des résultats incroyables. Enfin, on a réduit les émissions de méthane sur ces champs en 2 ans de 70%. On a augmenté comment on appelle ça, la rentabilité énergétique, la consommation d'électricité. On a réduit la consommation d'électricité par 50%. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites sur ces champs. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à toute la communauté sur laquelle on travaille. Donc, On va y revenir encore. On revient sur après ton service militaire, sur Schlumberger. ouais, donc, oui. Ouais, c'est quoi comme entreprise déjà? C'est une compagnie française. C'est les 2 frères, les frères Schlumberger, Manuel et Conrad, qui ont commencé il y a 100 ans environ. Donc, c'était alsacien. Et qui ont créé le premier, les logging tools. Donc, c'est les outils électriques qu'on met dans les puits pour mesurer la résistivité des roches souterraines. Et c'est devenu maintenant la plus grosse compagnie de services pétrolières au monde. D'accord. Et donc, qui est partout dans le monde. Et c'est une compagnie donc très internationale qui est implantée donc un peu partout dans le monde. Donc, j'ai été recruté pour travailler chez Schlumberger. Donc, en venant du côté donc mathématiques appliquées de l'INSA, comment passer au service pétrolier. Alors déjà, Schlumberger te forme pendant 3 mois. On était à Pau pendant 3 mois sur la formation, donc pour comprendre un peu plus l'industrie pétrolière. Mais ce que j'ai trouvé étonnamment d'ailleurs, c'est que un ingénieur, je trouve, a cette capacité à s'adapter une fois qu'on comprend un peu. Un ingénieur est plus quelqu'un qui pense d'une manière spécifique plutôt une connaissance technique. On peut s'adapter après à beaucoup de domaines techniques. Mais s'il y a quelque chose que je retiens de ma formation à l'INSA, et je pense qu'à toutes les formations d'ingénieurs, ça peut s'appliquer, c'est ce moyen de penser de manière assez logique, de manière raisonnée, avec une certaine procédure. Et donc, ça m'a beaucoup aidé après à Schlumberger. Donc, après Schlumberger, je suis parti. Donc, j'ai été fait 3 mois de formation à Pau, et je suis parti au premier assignment, ça a été en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande. Et donc là, je travaillais, en fait, c'était dans la partie qui s'appelle well testing. Donc, on testait les puits une fois qu'un puits a été foré. On le testait donc pour la première fois. Donc, c'est toujours très excitant pour le client, en tout cas, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte est-ce qu'il y a quelque chose dans le puits ou pas. Donc, j'ai travaillé en Thaïlande. Après, j'étais au Vietnam, en Indonésie, au Bangladesh. Donc, j'ai fait ça dans l'Asie du Sud-Est pendant environ 8 ans. Et j'ai décidé de faire un master après, un MBA. C'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais, une fois de plus, continuer après à faire quelque chose un peu différent. J'avais toujours un peu en tête l'idée de monter ma boîte à un moment ou à un autre. Et je pensais je pense que c'était plutôt un bon choix de faire un master pour apprendre un peu plus sur le côté commercial, le côté financier, le côté marketing. Et donc, j'ai fait une application à l'INSEAD. J'ai été pris, et Schlumberger m'a sponsorisé pour le faire pendant 1 an. Et donc, après, j'ai fait 2 ans chez Schlumberger en
en fusion et acquisition au siège à Paris. Et après, j'ai fait les 2 ans, j'ai commencé ma boîte. Donc voilà, en gros, l'histoire. OK. Bah, écoute, ouais, donc c'est intéressant et je pense qu'on fera une, partie, sur justement, un peu l'international, ton expérience en Asie, ton expérience au Mmh. Moyen-Orient et ton expérience, en Europe de l'Est actuellement. Hem, Par rapport à justement, on va parler un peu de technique, heu, les champs pétroliers, on parle beaucoup de CO2, mais en fait, ça émet aussi beaucoup de méthane, qui est soit brûlé ou pas brûlé d'ailleurs, ce qu'on appelle le flaring. Heu, Ça fait partie des choses que vous essayez, de résoudre, quand vous récupérez un champ? Tout à fait. Non, mais c'est quand tu parlais justement de comment motiver les gens à monter en haut de la montagne, quand on a commencé donc cette partie-là, cette partie un peu plus environnementale, il y a eu un engouement, dans la compagnie qui a été énorme et c'est aussi ça, un peu pour revenir un peu sur heu, cette histoire justement de comment motiver. C'est qu'on se rend compte je me suis rendu compte dans la compagnie c'est vrai qu'il y a 10 ans, on commençait à entendre, l'industrie pétrolière, l'industrie sale, l'industrie et c'était très important pour moi personnellement, mais aussi pour pouvoir continuer à recruter des talents, pour pouvoir, garder un peu le personnel motivé, qu'on se lance là-dedans, qu'on se lance dans le fait que notre mission était pas simplement de rendre ces champs plus productifs, et plus efficaces, mais aussi de les rendre plus propres et hem et donc on a eu un engouement, dans le personnel qui était, très important. Tout le monde voulait être impliqué là-dedans. Tout le monde voulait, comprendre comment on pouvait rendre ces champs et il y a eu, vraiment, c'est incroyable, le mouvement de la passion que tout le monde avait plein d'idées, tout le monde avait comment résoudre ça, comment réduire justement les émissions de méthane, comment réduire la consommation d'électricité, comment réduire le flaring et hem et donc on a commencé à faire ça sans qu'on nous le demande, sans que on l'a fait de manière, de volontaire sur nos propres champs et on a commencé à le mesurer et on s'est rendu compte, qu'on commençait à avoir des très bons résultats là-dessus. Parce que l'important aussi, c'est de le mesurer de manière, très, et donc on était vraiment, je pense, en avance par rapport à pas mal de compagnies, heu et c'est devenu donc un service en tant que tel. On a aidé donc les D'accord, autres compagnies à faire du consulting sur comment rendre leurs champs plus propres d'accord et et beaucoup il y a un vrai business model derrière du coup? il y a un vrai business alors le business oui, il y a un business model, qui est vraiment récent, on va dire, le business model. Parce qu'il y a deux maintenant, 3, on va dire, 3 raisons pour lesquelles financièrement, ça peut devenir, un business. C'est qu'1, déjà toute molécule de gaz, qui n'est pas, perdue, va être vendue, et au prix du gaz en ce moment en Europe, c'est quand même assez intéressant, d'éviter de perdre du gaz dans tous les sens, de le brûler ou de tout ça. Donc si le gaz peut être, mis dans le pipe plutôt que fui ou brûlé, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc il y a cette partie-là Elles que viennent d'où toutes ces fuites de gaz, sur une, plateforme juste, vulgairement alors pour c'est pas sur expliquer aux gens? oui, il y a plein de raisons d'avoir des fuites. Déjà ce soit des vannes qui fuient, qui sont mal et le gaz, on le voit pas. Autant l'huile, on le voit quand ça fuit. Le gaz, ça peut fuir un petit peu, on le voit pas. Donc maintenant, il y a tout aussi des nouvelles technologies, que ce soit des caméras, des lasers, qui permettent, en faisant des surveys, de voir où sont ces fuites de gaz. Et il y a beaucoup de pertes comme ça de gaz, surtout pour les vieux champs. Donc ça, on va dire, c'est ce que s'appelle les fugitive emissions. Donc c'est OK, tout ce qui est les fuites. Il y a cette partie-là. Il y a la partie après qui est plus, des fois, oui, il y a quand c'est des champs à huile, par exemple, on sait pas quoi faire du gaz il y a toujours du gaz qui vient avec et c'est là où on le brûle, le gaz. Est-ce que, brûler le gaz, est-ce que c'est efficace? C'est pas efficace? Est-ce que des fois, on le brûle pas à 100%? Donc quand on brûle du gaz
ça devient du CO2. Quand on le brûle pas, ça reste du méthane. Le méthane est beaucoup plus, à court terme, a un impact sur le climate change beaucoup plus important que le CO2. Donc, il est très important c'est mieux de brûler que de pas le brûler, le méthane, s'il faut choisir. Mais donc, il y a souvent, des fois, s'il y a pas d'utilité du gaz, et dans le passé, sur ces champs, il n'y avait pas forcément d'utilité du gaz. Le gaz valait rien. Donc, c'est très souvent qu'on voit des champs à huile, des champs de pétrole qui brûlent le gaz parce qu'ils savent pas quoi en faire. Ils ont jamais. Mais maintenant, il y a plein de solutions pour ce gaz. Que ce soit prendre ce gaz et faire de l'électricité avec. On peut avoir des petites unités de gas to power. On peut même faire du LNG avec qu'on fait. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites maintenant avec ce gaz qui ne pouvaient pas être faites il y a 50, 40 ou 30 ans quand ces champs ont été développés. Ouais. Ok. Non, c'est clair. On va revenir sur le business model parce que ça, c'était le pilier 1. Il y a deux autres piliers. Mais par contre, avant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment vous... Ouais, on va en parler après. Je vais noter sur Parce que le business model, c'est donc de revendre ce gaz. C'est donc qui est maintenant ce gaz a de la valeur et il y a des technologies qui peuvent valoriser ce gaz. C'est le premier business model qui fait que quand on va voir quelqu'un, on dit voilà, ce gaz, vous pouvez l'utiliser. Le deuxième business model, le deuxième impact financier, c'est qu'il y a aussi maintenant de plus en plus des taxes carbone. Donc, de plus en plus, les compagnies pétrolières doivent rapporter leurs émissions de CO2 et ils ont des crédits de carbone. Et donc, quand on réduit ces crédits de carbone, il y a du trading qui peut faire, surtout en Europe. Donc, ça, c'est aussi la deuxième partie financière qui peut être importante pour ce business model. Et enfin, le troisième, c'est un peu le bâton. On va dire, tout ça, c'est les carottes. Et le troisième, c'est le bâton. C'est qu'il y a de plus en plus de lois et il y en a qui se mettent en place et qui fait que tout ça, maintenant, c'est interdit. Ça devient interdit de faire du flaring, du venting. Et donc, si les compagnies pétrolières veulent continuer à opérer, elles doivent mettre en place des solutions. Donc, c'est un peu les trois axes. D'accord. Donc, vendre le gaz, le carbone crédit et les régulations. Et le carbon capture, c'est des choses auxquelles on commence à penser. Parce que j'ai fait un épisode là-dessus avec Samuel Laitier de chez Total. Si tu l'as pas écouté, je t'encourage à le faire. Et Samuel, j'étais assez surpris, il me disait c'est des technologies qui existent depuis longtemps, qui ne sont pas mises en œuvre par des raisons financières. Et finalement, maintenant, on commence à s'y intéresser de nouveau. Hacker en Norvège s'y intéresse énormément. J'imagine qu'Exxon aussi accélère un petit peu sur le sujet. C'est des choses, auxquelles vous pensez? Oui, énormément. C'est les choses, c'est là où l'industrie, donc il y a beaucoup de choses à apporter. Parce que autant, pendant toutes ces années, l'industrie a été très bonne à sortir le CO2, on va dire, de ces roches. C'est plus ou moins les mêmes roches qui peuvent le reprendre, le CO2. Et donc, le savoir-faire est là, et dans l'industrie pétrolière. Et donc, ça peut être un peu les mêmes personnes qui peuvent se reformer pour utiliser ces mêmes réservoirs pour en faire des storages de CO2. Donc oui, le carbon capture est quelque chose dont on s'intéresse, surtout que nous, donc on est très axé sur les vieux champs, ou des champs qui, après, à terme de 10-15, on pense qu'est-ce qu'on en fait après ces vieux champs, une fois une fois qu'il y a plus rien à sortir, on va dire, est-ce qu'on peut les recycler pour justement peut-être des carbon storage, pour du géothermal, pour plein de choses comme ça. Donc, il y a plein de savoir-faire dans l'industrie pétrolière qui pourra être utilisé pour la transition énergétique. D'accord. Comment on fait, comment on calcule simplement, pour expliquer aux gens, comment on fait un reporting carré des émissions de CO2 d'un champ pour pouvoir ensuite démontrer qu'on a fait des économies, ou je pense que vous avez des obligations peut-être législatives pour reporter. Comment on fait alors justement? C'est énorme. Après, c'est un gros sujet. On vulgarise un petit peu. Hein. Oui. Non, il y a de plus en plus de standards qui sont, donc il y a des ISO, il y a l'ISO 14064, je crois,
qui explique comment justement rapporter les émissions CO2. Donc il y a des procédures. Et nous aussi, on est la première compagnie d'ailleurs en Roumanie à faire partie de Oil and Gas Methane Partnership, qui est une association des Nations Unies, qui justement a mis en place des standards qui vont devenir des standards européens pour le reporting. Justement, il y a une loi sur le methane reporting qui est en train de passer en Europe et qui est basée sur ces standards de OGMP 2.0. Et donc, alors, en gros, il faut faire l'inventaire de toutes les sources d'émissions dans les production facilities. Donc, ça va donc de chaque vanne, de chaque pipe, de chaque séparateur, donc faire un énorme inventaire de tout ça. Donc, c'est fait sur basé sur chaque production facilities, on est PNID, des process instrumentation diagram, qui permettent de faire cet inventaire. À partir de cet inventaire, il y a des émissions de facteurs, donc soit des émissions de facteurs génériques. On sait qu'une telle vanne va fuir, on va dire, de temps, donc qui nous permettent de faire une première évaluation des émissions. Après, il y a aussi tous les procédés. Quand on, par exemple, on fait la maintenance d'un compresseur, très souvent, il faut relâcher le gaz du compresseur pour vider la pression. Donc tout ça, tout cet inventaire permet de savoir en gros, d'une manière générique, quelles sont les émissions. Et après, il faut les mesurer. Donc c'est le niveau 1. Le niveau 1, c'est juste faire l'inventaire et utiliser des facteurs génériques. Le niveau 2, c'est de mesurer réellement prendre des samples pour savoir exactement telle vanne, dans l'autre cas, quelle est et le niveau 3, c'est utiliser des drones qui passent au Fluid Facilities et qui mesurent exactement quelles sont les émissions. Et je pense aussi, là où c'est intéressant, c'est que maintenant, plus aucune compagnie ne peut se cacher. C'est-à-dire qu'avec les satellites, on voit tout maintenant. On voit toutes les émissions de méthane, de CO2 à un niveau incroyable. Donc, c'est aussi pour ça que dans l'industrie est en train de réduire énormément ses émissions, parce que de toute façon, on sait où elles sont. Ok. Merci, c'est très clair. Ça doit demander un volume de ressources humaines assez important quand même, ce que vous faites. Je ne sais pas, vous gérez combien de champs dans le monde aujourd'hui? Alors, on a XP, on a 28 champs, 13 en Ukraine et le reste, 15 ans. Et donc, du coup, en termes de headcount, ça vous fait... On a 1000 personnes. D'accord, ok. Ok. 1000 employés. Et beaucoup de sous-traitance aussi, j'imagine. En plus, oui, donc les employés, c'est des gens qui gèrent qui est une partie donc ingénierie qui est à Bucarest et à Lviv, en Ukraine. Et après, on va dire, oui, on est 70% après le personnel et sur les chantiers. Et des sous-traitants quand on forme, quand on fait des services. Donc oui, on a une grosse partie aussi de sous-traitants. Et du coup, comment on s'assure que ces sous-traitants ou tous les personnes qui travaillent ont un niveau d'exigence technique qui va de pair avec ta vision de l'exploitation pétrolière? Parce que entre les idées et l'exploitation sur site... Non, alors c'est très clair pour nous, tout ce qui est vraiment le core business, on le garde. C'est nos personnes qu'on forme, et donc on sous-traite que ce qu'on considère pas forcément le core business, la logistique peut-être, ou des choses qui sont vraiment spécifiques, on a besoin d'un savoir-faire. Et quand dans ce cas-là, aussi, on fait un audit des sous-traitants pour s'assurer qu'ils correspondent à nos critères environnemental et de point de vue de safety. Mais le corps, c'est pour ça qu'on a mis personne aussi. C'est que le corps, c'est notre personnel qu'on forme, qu'on
motive justement et qui, on s'assure, ont la même vision que Ok. 80 euros. Ouais. Et comment on recrute alors les jeunes talents? On en a parlé sur la vision, mais il y a d'autres leviers pour intéresser encore. Oui, ben, je pense que la vision et le fait de faire participer, parce que c'est d'un point de vue, c'est très concret ce qu'on fait. C'est vraiment très concret. Si quelqu'un veut vraiment réduire les émissions de CO2, on l'a Eh oui. fait. C'est-à-dire, c'est vraiment des molécules qui ne sont plus dans l'air, qui ont été maintenant réduites. Donc, c'est assez, d'un point de vue, si quelqu'un veut contribuer vraiment à la transition énergétique, et réduire les émissions de CO2 et de méthane, on le fait. On le fait de manière très, très, très concrète. Donc, ça peut être un motivateur. Après, c'est aussi, une fois de plus, revenir sur peut-être l'industrie pétrolière en général. C'est une industrie oui, qui a ce côté un peu aventurier, qui a ce côté technologique aussi qui est intéressant. Et c'est aussi, on voit, je pense qu'on l'a vu récemment quand même en Europe, qui a un côté géopolitique, Fastmode, qui est au cœur quand même, on est au cœur de tout ce qui est la géopolitique, qui est important dans un pays euh, comme la Roumanie ou l'Ukraine, c'est des secteurs qui sont importants pour eux. Ok. Et je tiens à dire, par exemple, enfin, en Ukraine, on a que 2 expats dans la compagnie. C'est moi et mon partenaire. Après, tout le reste, c'est des gens localement qui ont été et qui sont avec nous depuis des années euh, et qui travaillent avec nous. Donc, on a très peu d'expats. Oui, c'est plus facile de recruter dans des pays, euh, on va dire, par rapport à la France. C'est ça ma question. Où les gens ont un peu plus de mal à rejoindre l'industrie pétrolière maintenant ou pas d'ailleurs? Les gens sont peut-être plus pragmatiques. Non, mais je fais un petit peu le parallèle avec la cuisine. Je discutais avec un collègue qui est dans un restaurant étoilé au Havre. Je le salue. Il me disait c'est la galère. Il a pu recruter. C'est trop dur. Donc ils ont des gens qui viennent un peu de partout pour les aider. C'est plus facile. Donc, ton point de vue, c'est plus facile de recruter des jeunes ingénieurs ou des jeunes techniciens ailleurs en Europe ou à l'étranger qu'en France. En France, on a une génération qui est un peu formatée sur ces sujets-là, qui n'est pas dans le pragmatisme, qui veut changer le monde sans. Écoute, je sais vraiment, je vais pas trop, je sais pas, parce qu'on ne recrute pas, on cherche pas à recruter non plus en France. Donc, je ne peux pas me dire, quand D'accord. vraiment, on essaie de recruter localement pour plein de raisons. Euh, et donc, on n'a vraiment pas forcément eu affaire à des recrutements en France ou dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, on va dire. On essaye de recruter localement. Il y a un savoir-faire local et puis c'est vrai que les gens localement se sentent, dans cette industrie en particulier, euh, sentent cette mission de bien commun à fournir de l'énergie localement. Et donc, c'est quand même plus facile à recruter localement. Ok. Puis bon, Ok. Moi, j'ai une question qui vient un peu de mon passé. Comment oui. on fait quand on est pétrolier passionné, comme tu es, avec une mission? On a des champs à exploiter, mais qu'on voit les fournisseurs de matériel, comme certaines grandes compagnies, avec qui commence par un G ou qui commence par un S, ou qui fournissent vraiment les machines tournantes. Tout à l'heure, tu as parlé d'unités de gaz turbine pour produire de l'électricité. Je pense aux compresseurs, je pense aux turbines à Ouais. vapeur. Ces sociétés-là, qui ont un quasi-monopole, dans leur communication marketing de tous les jours, se détournent du oil and gas, n'en parlent plus. Pourtant, c'est ce qui les fait vivre. Et moi, je suis plus, je peux le dire. Hein, aujourd'hui, la communication de Siemens Energy, par exemple, qui ne parle que de renouvelables, que d'hydrogène, que du futur de l'énergie. Pourtant, c'est le oil and gas qui l'a fait vivre historiquement et qui l'a fait toujours vivre. Comment on fait quand ces fournisseurs de matériel-là ferment des usines, mettent le marché en tension, se détournent de ce champ industriel-là? Quand on est exploitant comme toi, comment on fait? Et comment on le ressent d'ailleurs? Moi, quand j'ai un fournisseur, quand je suis tu vois, je me mets à la place d'un Total, d'un XP,
et que je vois mon fournisseur de matériel qui dit le oil and gas, on n'en veut plus, mais donnez-nous quand même de l'argent parce que ça nous fait vivre. Comment tu le ressens, toi? Tu as envie de travailler avec eux ou pas? Euh, est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai le choix déjà? Est-ce que de travailler avec eux ou pas de travailler avec eux? Euh, c'est vrai que mais ça, c'est en train de changer. Euh, on a, et un exemple, je ne prends peut-être pas les fournisseurs, parce que les fournisseurs, je pense quand même ils ont quand même euh, un savoir-faire, ils ont enfin des techniciens qui se connaissent. Donc, peut-être d'un point de vue marketing, c'est comme ils se positionnent pour leurs investisseurs et puis pour le recrutement. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, ils continuent à avoir à faire ces services. Par contre, on a ressenti les 5 dernières années, c'est plus avec les banques en particulier, qui, dès qu'on disait que les industries pétrolières, d'un seul coup, partaient en courant. Mais qui reviennent maintenant. Euh, D'accord. et qui reviennent. Et je prends des exemples. Une banque, on a même travaillé, qui a été à un moment qui nous a financé, c'était la Banque européenne de reconstruction et développement, qui est une banque qui demande beaucoup d'un point de vue justement transparence, sur l'environnement, sur le corporate governance et tout ça, qui était et qui il y a 2-3 ans a dit on fait plus de oil and gas. Donc il est parti et maintenant revient un peu dans le oil and gas, en particulier dans le gaz, parce qu'on se rend compte que cette transition ne va pas se faire de manière aussi rapide et aussi facile que prévu, ou que tout le monde voudrait. Donc, bien sûr, tout le monde voudrait que ça se fasse très rapidement, mais il y a une transition quand même à gérer. Et donc, il ne faut pas que ça soit parce que si c'est d'un seul coup le prix de gaz et le prix du pétrole montent à des prix incroyables, c'est toutes les industries, toute l'agriculture, pas tout qui devient très cher. Donc, il faut faire très attention à comment c'est géré. Donc, les banques reviennent un peu plus. Mais c'est vrai qu'elles étaient parties à un moment parce que il y avait une énorme pression des investisseurs, des fonds d'investissement qui disaient on ne veut plus entendre parler du mot oil and gas. C'était tout le ESG qui était là-dessus. Mais je ne m'inquiète pas trop de, de tous ces compagnies dont tu mentionnes. Ils sont aussi très focalisés sur leurs résultats financiers et donc s'il y a du business, ils seront là. Mais moi, je tire mon chapeau à tous les gens qui travaillent à l'intérieur et qui assurent, Mmh. parce qu'en tant qu'employé, on le vivait très très mal quand tu as une communication au top qui tourne le dos à son service oil and gas et que les gens dans le gaz doivent faire tourner Ouais, et ramener ouais, l'argent. Voilà, tu le vis très mal en tant qu'employé, c'est pas possible, quoi. Il faut choisir, hein. tout à fait. Non, c'est vrai. Bon, On peut le dire. écoute, je propose que ce soit le mot de la fin de cette partie 1 de l'interview. J'en profite pour passer un petit message. Donc, on a parlé de l'Ukraine. Les NFT de l'émission, donc sur planèteingé.uncut.fm, les NFT de l'émission, une partie des fonds récoltés va directement sur un wallet d'une ONG ukrainienne pour soutenir l'Ukraine. Et il y a des NFT qui sont 100% dédiés au soutien de la cause ukrainienne. Donc, c'est des autocollants qui sont à $10. Et je parle en dollars parce que la plateforme est en dollars, qui sont à $10. Vous n'avez pas besoin de wallet pour payer. Et vous pouvez donc soutenir, ça va directement à l'ONG. Et je répète, les NFT de l'émission, donc les épisodes, les pochettes, etc. Tous les petits goodies, une partie des fonds sont reversés automatiquement sans intermédiaire puisque on bascule l'argent directement sur le wallet de l'ONG. Merci David et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. Merci. Voilà. David, je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode, deuxième partie de Planète Ingé. On t'a un petit peu cuisiné dans la première partie, jusqu'à là tout va bien. On va consacrer cette deuxième partie un peu plus sur travailler à l'international. C'est intéressant, c'est un sujet qui avait plu quand on l'avait abordé avec d'autres invités. On avait fait l'épisode 2 d'ailleurs, avec Clément aux États-Unis, avec Franck en Roumanie. Toi, tu as eu aussi t'as pas mal de bagages. Parle-nous un peu j'ai envie que tu nous parles un peu du Moyen-Orient. J'ai vu que tu avais travaillé en Jordanie.
Tu es toujours en Jordanie d'ailleurs? J'habite en Jordanie. Tu habites? Bah Donc, voilà, bon, ouais, OK, et je ne travaille pas en Jordanie, par contre. C'est d'accord. juste la famille qui est là, C'est ma ta femme est base qui est, jordanienne. Voilà, la base familiale. Ils ont pas beaucoup d'oil and gas, donc je voyage à partir d'ici, mais d'accord. je ne travaille pas en Jordanie. Mais Bon, j'ai travaillé. pour ceux qui veulent resituer, David, je vous encourage à aller écouter la partie 1 de l'interview. Donc David, bah, peut-être si tu veux te représenter en 30 secondes? Oui, bien sûr. Donc, David Martineau, donc je suis un ingénieur INSA en mathématiques appliquées. Je travaille dans l'industrie pétrolière donc depuis bientôt 30 ans maintenant. J'ai travaillé chez Schlumberger pendant 10 ans. J'ai un MBA de l'INSEAD et j'ai créé ma boîte il y a 18 ans avec un ancien de Schlumberger aussi. Et on opère donc des vieux champs en Roumanie, en Ukraine, pour l'instant, des vieux champs pétroliers et gaziers, qu'on essaie de rendre plus efficaces, plus productifs et surtout beaucoup plus propres. Et c'est un service donc maintenant de comment rendre les champs pétroliers et gaziers plus propres qu'on a énormément développé ces dernières années. D'accord. Comment on vit ces problématiques de transition écologique, au Moyen-Orient justement? C'est quoi alors C'est tu nous disais oui, intéressant. hein, genre Ouais. Ils vivent. Alors, soit c'est un pays qui a des ressources oil and gas euh, et, euh, et qui euh, et qui donc en vivent généralement et sont peut-être pas trop focalisés sur ces problèmes euh, de changement climatique. Mais en Jordanie, c'est un bon exemple de donc un pays qui n'a pas de ressources pétrolières et qui a énormément développé évidemment le solaire et l'éolien à une vitesse grand V. Et évidemment, ça marche très bien, c'est très économique dans le pays. Il y a pratiquement 300 jours de soleil par an. Donc, ça génère beaucoup. Enfin, par exemple, moi, j'ai une voiture électrique et elle est 100% euh, chargée par nos panneaux solaires sur la maison. comment ils Donc, gèrent l'intermittence, par rapport alors, il y au a, il y a, il y a, il y a, il y a du gaz donc qui vient d'Égypte et d'Israël. Donc, il y a des centres, voilà, ils font à partir du gaz, il faut l'électricité. Donc, c'est le gaz qui gère l'intermittence. j'ai essayé de Euh, faire un fast checking sur, Electricity Map, mais on n'a pas la Jordanie sur Electricity Map donc, justement, ouais. pour vérifier les émissions de CO2, par production mais bon, c'est pas grave, je faisais un fast checking. Non, parce qu'on voit que Non, des pays qui sont en ENR, comme l'intermittence est gérée par du fossile, c'est pas non, toujours non, c'est clair, top. mais bon, il y a quand même une grosse partie. Bah, quelles sont les autres options? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'intermittence pour la gérer. Enfin, on voit en Allemagne, c'est un peu le désastre avec le charbon. Mais donc, l'hydraulique, non, ici, il n'y en a pas, évidemment, pas beaucoup. Ouais. Donc, le nucléaire n'est pas non plus développé. C'est toujours un sujet euh, assez compliqué dans la région. Donc, ça peut être que le gaz ou le pétrole qui gère. Pourquoi c'est un sujet compliqué dans la région, Lucien? Ah bah, parce que les Iraniens veulent faire, tout le monde va avoir Ah oui, soi-disant, oui, ses ressources nucléaires, mais Israël en a soi-disant, l'Iran, enfin bon, c'est toujours très contrôlé ici, on va dire. d'accord, OK, je comprends. Mais Et chacun. c'est quoi ton point de vue sur, les atermoiements de la France et des Français autour du renouvelable justement et de la lenteur du déploiement du renouvelable en France? En tant qu'expatrié, tu le vois ça comment? Euh, c'est vrai que je, c'est compliqué parce que euh, l'industrie, parce que moi, quand je vois l'industrie pétrolière, ça a mis quand même 150 ans à se développer, cette industrie. 150 ans à mettre des pipes dans tous les sens, à faire des puits dans tous les sens, à faire des. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on pense qu'en 10 ans, on va d'un seul coup changer tout ça. Donc c'est
c'est compliqué. Et c'est vrai que tu vois, le parc éolien, les parcs éoliens qui ont mis des années à être faits offshore en France, enfin, c'est ridicule. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est ridicule, mais ça peut se comprendre aussi d'un point de vue, quand on regarde le temps que ça a mis à créer l'industrie pétrolière, c'est pas si long que ça. Mettre 8 ans pour faire un parc éolien offshore. Mais c'est vrai que ça va pas assez vite. Il faudrait que ça aille plus vite. Et c'est aussi un peu, je pense qu'il y a des très bons bouquins là-dessus. D'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle Václav Smil, sur tout ce qui est la partie énergétique, et qui disait que c'est vrai qu'aussi, c'est une des limitations surtout en Europe, du solaire et de l'éolien, c'est que ça prend beaucoup de place quand même. C'est que la densité d'énergie qu'on peut créer au kilomètre carré par l'éolien et le solaire est pas énorme par rapport à une centrale nucléaire ou par rapport même à une centrale à gaz. Donc c'est vrai que ça va être un des problèmes. On n'a pas ce problème, par contre, c'est vrai au Moyen-Orient. Il y a plein de déserts qui attendent que ça. Donc, D'accord. peut-être le moyen d'utiliser le soleil et l'espace terrestre qu'il y a au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour créer l'électricité ou créer de l'hydrogène qui peut être après transporté en Europe. Mais c'est vrai qu'en Europe, ça va être un des problèmes. Aussi le côté... enfin, il y a plein de limitations dans la transition énergétique qui vont être compliquées, que ce soit l'espace, que ce soit les matériaux dont on a besoin pour faire les batteries, pour faire les panneaux solaires. Ça, c'est quand même vont être compliqués dans le temps. On revient à ta vie d'entrepreneur. Pourquoi avoir choisi de travailler sur la zone géographique, la Roumanie et l'Ukraine? Alors, euh, c'est par chance, comme beaucoup souvent dans l'entrepreneuriat. C'est une grosse partie de chance et on va dire d'opportunités. Et ça va prendre des opportunités. Donc, j'étais à l'époque chez Schlumberger dans le département fusion et acquisition avec une mission d'acheter une compagnie de services pétroliers en Roumanie à l'époque. Et c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs la personne à qui j'ai créé la boîte, Michel Louboutin, qui était le country manager de Schlumberger en Roumanie. Et donc, on a regardé cette compagnie à l'époque, et bon, ça s'est pas fait. Mais on a trouvé aussi les opportunités en Roumanie en disant qu'il y a plein de choses à faire sur tous ces vieux champs qui pourraient être beaucoup mieux développés. Et donc, on s'est lancé en Roumanie. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la région parce que c'est une région qui a l'Europe de l'Est, qui a énormément souffert de l'époque soviétique et qui est très, très européenne. Et donc, il y a une espèce je trouve, d'énergie, surtout dans les générations nouvelles, les plus jeunes, qui sont vraiment très européens, qui veulent être, et qui d'ailleurs, souvent, ces pays comme la Roumanie et l'Ukraine ont peut-être des mauvaises réputations, sur de corruption ou d'autres. Mais la nouvelle génération est vraiment plus blanc que blanc, parce que justement, ils veulent compenser pour cette mauvaise réputation et c'est vraiment des gens incroyables avec qui travailler. Et donc, j'ai énormément aimé travailler dans ces pays. Moi, j'ai eu la chance de Ouais, j'ai bien voyager en sûr. Roumanie et en Ukraine aussi, ouais. C'est vrai que alors d'un point de vue industriel, c'est pas là que j'ai vu des choses les mieux, mais en termes d'énergie et de volonté de changer les choses, je te Ouais. rejoins complètement. Mais et justement, quand tu dis la jeune génération sur place est très motivée, heu, donc ça veut dire que vous avez les coudées franches pour faire ce que vous avez pour faire ce que vous avez à faire sur les champs. Enfin, je veux dire, vous avez les soutiens même des plus anciens, vous avez le soutien des pouvoirs locaux. Ça se passe bien au niveau Écoute, oui, on n'a jamais eu de... Non, non, on a... parce que
je pense on apporte une gestion humaine un peu différente. Donc D'accord. les employés se sentent très motivés tout de suite et puis on place beaucoup, d'importance à l'initiative. On récompense l'initiative, et donc c'est très intéressant parce que ces gens, bon, quand on reprend ces champs, on reprend le personnel avec. Donc c'est les personnels, c'est des gens qui ont travaillé, pour des compagnies nationales pendant des années, où on leur a jamais demandé leur habit, où donc ils ont jamais été promus, ils ont jamais été forcément, Ah oui. bien formés. Donc on apporte un peu, quelque chose de différent et on se rend compte qu'il y a beaucoup de savoir-faire et de volonté qui était, on va dire, pas utilisée. Donc ça, cette énergie un peu, c'est un peu l'énergie qu'on débloque. Et pareil aussi, pareil, on essaie d'être impliqué dans les communautés locales, heu, donc avec les mairies localement sur lesquelles on opère. Et donc oui, on apporte un peu d'air frais, dans ces champs qu'on opère depuis, 40-50 ans, des fois dans des régions. Donc oui, on n'a jamais eu de trop de personnes qui essaient de nous bloquer, non, pour le faire. Il y a des syndicats qui sont très pauvres, et pareil, qui apprécient le fait qu'on gère, le personnel est content. Donc les syndicats sont contents aussi. Comment ça se passe en Ukraine en ce moment, du coup, avec la situation, tu arrives, à garder un œil sur, enfin, ça se passe, comment, du coup? C'est très compliqué, mais j'avoue que enfin les Ukrainiens ont, je sais pas comment le dire de manière trop dramatique ou trop simple, je sais pas comment nous inspire énormément. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils font, c'est incroyable la passion qu'ils ont leur résistance, leur résilience, dans ce qu'ils font. C'est vraiment un exemple. Et depuis le 1er jour, tous du plus jeune au plus vieux, sont convaincus, de leur résistance et de leur volonté de continuer. Et donc c'est compliqué parce que quand on a, des Zoom calls, des fois d'un seul coup ça coupe de leur côté parce qu'ils ont plus d'électricité. D'un seul coup, on entend les sirènes et donc ils doivent descendre dans les bunkers. On dit que des fois ils ont pas de chauffage depuis 3-4 jours. Donc on se rend pas compte de ce que c'est de pas avoir de chauffage quand on a une famille et qu'il fait, -10 dans les maisons. Enfin, c'est des choses qu'on prend nous comme évident, mais c'est vraiment des besoins basiques, qui ne sont plus là. Et et oui, donc c'est compliqué, mais c'est aussi, un exemple pour nous tous dans la compagnie. On a aussi, j'ai trouvé tous les mêmes heu, côté roumain, le support qu'ils ont donné aux Ukrainiens était énorme. Donc c'est un exemple, c'est vraiment un exemple et une inspiration de les Oui, voir. il y a beaucoup d'entraide parce qu'ils sont frontaliers, hein, ils sont voisins frontaliers, ouais. Oui, oui, il y a beaucoup d'entraide et donc maintenant on peut plus il y a plus bien sûr d'aéroport comme ça, mais on a, nos équipes qui vont très souvent, en Ukraine par voiture, donc ça prend 2 jours, mais qui vont sur nos bureaux en voiture. Donc il y a beaucoup énormément d'entraide parce qu'il y a la Roumanie et l'Ukraine, pareil, c'est des populations qui ont été sous l'Empire soviétique et qui savent et qui veulent surtout pas y retourner. Enfin, ils ont ce côté, européen qui est là et ils font partie de l'Europe. Donc ils comprennent leur résistance, tout à fait. Donc il y a vraiment, oui, énormément d'entraide. Et c'est marrant parce que si tu prends la jeune génération, heu, éduquée dans les capitales russes, enfin, je veux dire, moi, j'ai été Ouais, beaucoup en Russie aussi, tu parlais avec eux, ouais. tu sentais que c'était des sujets tabous, mais ils étaient plus occidentaux dans leur façon de vivre Bien sûr, bien que sûr. que dans l'ancien régime russe, donc Ah oui, non, non, tout à fait, non, 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 mais bah, sont après, bon, on va pas ouais, on trop va politique là-dessus, mais non, non, c'est non. vrai que, heu, bien sûr, les Russes, comme tu dis, sophistiqués, sont très, très, très européens aussi, dans leur manière de penser et de vivre. Mais culturellement, tu dis, toi, les Ukrainiens sont, quand même, très attachés à l'Europe, quoi. Ah oui,
énormément, énormément. D'accord. Et, et c'est étonnant, et tu le vois d'ailleurs, dans beaucoup d'organisations comme la Banque européenne, par exemple, de reconstruction et de développement. Il y a beaucoup d'Ukrainiens et de Roumains qui sont dans ces banques. Il y a beaucoup ils sont très, très intégrés dans l'Europe, oui, tout à fait. Et puis quand tu vas à Kiev ou à Lviv, tu sens l'Europe, c'est clair. Comment on sécurise d'ailleurs est-ce que les installations pétrolières là-bas, elles sont considérées très à risque? On voit qu'aujourd'hui les Oui. cibles, c'est les centrales, les infrastructures. Toi, en tant qu'exploitant là-bas, tu considères que tu es responsable de tes installations? Elles sont Bien en sûr, danger? ouais. Comment tu les sécurises? On n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de moyens de les sécuriser, malheureusement. Enfin, ouais, mais oui, on a eu des missiles qui sont passés à 300 mètres de nos têtes depuis. Donc, c'est des targets mais on est dans l'Ouest, donc on est quand même Ouais, euh, moins, mais on a eu quand même euh, des frayeurs. Ouais. OK. J'ai envie de passer, les 10 dernières minutes qu'on a ensemble pour parler un peu de choses plus légères, si ça te va? Avec Je vais plaisir. essayer une nouvelle formule. Heu, Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, toi, David? La famille me prend beaucoup de temps, avec plaisir. D'ailleurs, j'ai 3 garçons, euh, de 16, 14 et 12, donc des ados. Donc ça prend pas mal de temps, mais je le fais avec beaucoup de plaisir, donc quand je peux. Je suis aussi impliqué pas mal, et c'est quelque chose aussi que je recommande d'ailleurs à tout le monde de faire, de s'appliquer dans des associations, parce qu'on apprend énormément, beaucoup plus que ce qu'on pourrait s'imaginer. Donc j'ai été pendant des années vice-président de la fédération jordanienne de rugby. J'adore le rugby et c'était une passion. Donc pendant 15 ans, je m'en suis occupé de développer, qui n'était pas forcément un sport très populaire initialement, mais qui le devient de plus en plus, en particulier à développer les équipes féminines. J'ai été aussi président de l'association des parents d'élèves du lycée français international d'Amman, sachant que l'association des parents d'élèves, c'est un peu différent qu'en France. Tous les lycées à l'étranger sont gérés par les, euh, les associations de parents d'élèves d'un point de vue financier et administratif. Donc, c'était un D'accord. rôle financier et administratif que juste me râler parce que le poisson dans la cantine n'était pas bon. Donc, c'était un rôle un peu de gestionnaire. Et là, pareil, j'ai beaucoup appris au contact des enseignants, du monde éducatif, hein, et puis même de l'ambassade. L'ambassade est très impliquée là-dedans. Donc tout ça, c'est des choses qui me prennent du temps. Et après, j'adore faire des balades et faire courir et voilà, d'autres choses comme ça. Donc Et comment c'était tes enfants, ils t'interrogent un peu sur ton métier, justement? Ils te ouais, challengent un petit peu? Ils te disent, oui, tout à fait. «Ouais, moi j'en Mais, ai marre, je veux pas de ton argent, il vient du pétrole». mais tu sais, ça revient un peu sur et c'est l'avantage hein, peut-être de l'entrepreneuriat aussi, et de pouvoir un peu faire ce qu'on veut entre guillemets. Mais quand je disais que c'est un peu les employés qui ont décidé un peu qui a changé la vision, en disant qu'il faudrait qu'on s'occupe de l'environnement aussi. Heu et pareil, donc c'est aussi oui, bien sûr, que les enfants se disent et le fait qu'on réduise les émissions, les gens, tu leur expliques ça, ça les rassure un peu, on va dire. Et oui, bien sûr, c'est des questions qui viennent aussi des enfants. Et mais qui sont venus voir un peu après notre activité en Roumanie, et qui ont compris un peu que ça les a intéressés de voir ce que je faisais en Roumanie. Ouais, parce qu'en fait, finalement, quand tu commences à expliquer pourquoi et comment, ça reste assez passionnant, en fait, finalement. Oui, parce que une fois de plus, on peut pas, la, surtout dans les pays comme ça, comme la Roumanie ou l'Ukraine, on voit l'implication ce que le pétrole et le gaz fait de manière très concrète. C'est là, c'est de suite, ça chauffe des appartements. Le pétrole va dans une raffinerie qui va faire soit dans les voitures après,
C'est très concret. On voit très clairement ce qu'apporte déjà le produit qu'on fait. Et deux, comment les installations avant et après, avant quand on les a prises et 2, 5, 10 ans après, la modernisation qu'on a fait est aussi quelque chose de très flagrant et de montrer que maintenant on peut avoir des productions qui sont propres, des productions qui sont modernes, qui sont automatisées, qui sont avec de real-time monitoring de partout, avec des écrans de contrôle de partout, ouais, qui sont modernes. Donc c'est la technologie est là. Donc c'est oui, ça parle. Oui, ça fait un peu le lien avec ma deuxième question. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui, justement? Ce qui me rend le plus fier, mmh, oui, c'est ça, de montrer avant-après, ce qu'on a fait ce qu'on a fait sur ces champs, quand on les a pris et maintenant où on en est. La réduction des émissions, rendre ces champs plus modernes, plus sûrs, avec un niveau de technologie beaucoup plus avancé. Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir, en 18 ans, créé une boîte qui emploie 1000 personnes et que ces 1000 personnes, je pense, et j'espère, et c'est un souci de tous les jours, sont heureux de travailler dans cette boîte, sont fiers de travailler dans cette boîte. Et ça, c'est ce qui vraiment me fait quand je me lève le matin, je suis content de travailler avec le PDG de cette compagnie. Heu et ce qui me rend, fier aussi, c'est de voir le futur, ce qu'on pourra continuer à apporter, et de voir qu'il y a de la croissance encore, qu'il y a encore plein de choses à faire. Heu et ça me motive aussi. Vous êtes en bourse, non? Surtout pas. D'accord. C'est Et donc, écoutez, non, c'était pourquoi surtout pas? familial et on est tellement heureux d'être une compagnie familiale. D'accord. C'est le Si demain tu Ça, fais je peux en faillite. parler pendant des heures aussi, si tu Ah veux. bon? Bah, Bon, vas-y, c'est on a du temps, on peut prendre, 5 minutes. C'est quoi la différence alors pour toi, et le problème d'une introduction en bourse, ce serait quoi? Parce que tout à l'heure tu disais en c'est le off coup, c'est que, c'est le ouais, tout à l'heure tu me disais en off que parfois, bah, d'avoir des investisseurs, c'est intéressant aussi, enfin, tu peux avoir oui, des oui. investisseurs sans être en bourse, mais voilà, c'est si tu as une entreprise qui est rentable, bon, enfin, voilà, je sais pas comment tourner la question, mais dis-nous, Oui, donne-moi ton oui. point de vue justement, ouais. Alors, on a connu un peu, un moment, on a eu un fonds d'investissement qui est, il y a environ 10 ans, au début de la compagnie, quand ça devenait un peu ont commencé à prendre on avait besoin de fonds, on avait besoin de fonds aussi à risque, on va dire. C'était de l'argent oui, qui avait il y avait des risques dans les projets qu'on faisait, d'un point de vue est-ce que les résultats allaient être là ou pas? On était encore jeunes. Donc on a eu un fonds d'investissement et un américain qui a pris une majorité, dans la boîte et qui s'est focalisé vraiment, qu'ils avaient un certain montant qu'ils mettaient dans la boîte. Ils voulaient s'assurer que ce montant a été multiplié par 3 ou 4 en 5 ans. C'était donc ils étaient prêts à prendre le plus grand risque possible, parce qu'ils étaient prêts à les perdre, ces 25, 30 millions qu'ils ont mis dans la boîte. Heu et heu et donc ils ont choisi, dans les opportunités qu'on avait de stratégie, qui allaient, potentiellement rapporter le plus, mais qui étaient le plus à risque. Ça n'a pas marché, et donc on les a rachetés après et avec, la famille de ma femme en particulier, qui est une grande famille jordanienne, qui a mis et maintenant on a une vision à beaucoup plus long terme. C'est pas 5 ans, c'est une D'accord. vision de créer une compagnie dont chacun est fier, et le nom de la famille est attaché à cette compagnie, et donc on est là pour des années et des années à venir, et ça change tout, ça change vraiment tout. De se dire que c'est pas simplement le résultat financier sur l'année, mais comment rendre, c'est vraiment là le mot sustainable, prend toute sa valeur. C'est comment, cette compagnie va vivre pendant, 50, 100 ans. Heu c'est un énorme, plaisir en tant que PDG de pouvoir, gérer une compagnie avec une vision à si long terme. Heu et
Pour moi, c'était c'est un plaisir énorme. Ça te Et laisse aussi une certaine liberté de ton, parce que je me rappelle dans l'interview que j'avais fait avec Mathieu Lefebvre sur Waga Énergie, eux, ils avaient pris la décision de rentrer en bourse. Et bon, on sentait qu'ils contrôlaient beaucoup sa non, non, communication à cause de ça. absolument rien dire, oui, bien sûr. Ouais. Évidemment. Non, mais je pense qu'une fois de plus, aussi la vision à long terme amène le succès financier. D'accord. Chantier. Si demain tu fais faillite ou tout s'écroule, j'en sais rien, pour des raisons X ou Y, tu recommencerais par faire quoi? C'est une bonne question. Là, il va peut-être falloir un autre épisode pour ça parce que je ne sais pas du tout. Dans l'énergie, c'est clair, c'était dans l'énergie. Je pense que l'énergie est un secteur fantastique et qui est en train de changer énormément. Moi, je connais. Quand tu fais l'entrepreneuriat, ce qui est important aussi, ça a été pour moi un choc quand j'ai commencé, c'est de plus avoir un grand nom derrière toi. Alors, quand j'étais chez Schlumberger, c'était un grand nom. J'avais sur la carte le business card, le nom Schlumberger, et donc on voyait plus ce nom que mon nom. Quand tu commences, après c'est ton nom, et donc c'est ton CV, c'est qu'est-ce que tu as fait avant, quelle est ton expertise, qu'est-ce que tu vas apporter. Et donc c'est pour ça que je me dis qu'est-ce que je referais. Je ferais probablement quelque chose similaire. J'aurais appris peut-être pourquoi j'ai fait faillite, mais je continuerai sur le savoir-faire que j'ai. Et encore un point là-dessus, c'est très important. L'entrepreneuriat, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et les erreurs, c'est bien. Les erreurs, et pour une fois, pour reprendre ce cas de le fonds d'investissement, qui nous avait fait une grosse erreur. On a perdu 30 millions dans un puits, dans un développement qu'il ne fallait pas qu'on fasse. Mais on a survécu parce qu'on a énormément appris de cette erreur. Et je pense que c'est une des leçons de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut prendre des risques parce que soit ça marche, c'est bien. Et si ça marche pas, de toute façon, t'apprends tellement de cette erreur que c'est pas grave, qu'il faut que tu relèves et puis Mais quand tu l'as pris la décision, est-ce que avec du recul, tu sentais que tu devais pas le faire, mais tu l'as fait quand même? Souvent, on sent les choses comme ça, non? On les sent, on sait: «Ah non, il faut pas que je fasse». Putain, oui, non, tout à fait. Non, c'est clair qu'on se sentait pas à l'aise avec. On sentait que c'était un risque. Mais d'un autre côté, tu as tellement de ces gens, j'ai dit, qui ont été beaucoup de succès aux États-Unis ou d'autres trucs, ils se diront peut-être qu'ils voient quelque chose que je connais pas. Moi, je suis jeune, je commençais cette boîte, peut-être qu'ils ont vu quelque chose, mais c'est vrai qu'on sentait pas. Mais ils avaient la majorité, ils apportaient l'argent, donc on l'a fait. Mais une fois de plus, on a énormément appris ça, et je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas fait cette erreur. OK. Sans cette erreur, on n'aurait pas créé cette boîte qui est maintenant une boîte très successful, on va dire. OK. Dernière question. Est-ce qu'il y a une personnalité dans le monde qui t'inspire encore aujourd'hui? Oui, il y en a plein qui m'inspirent dans le monde. Je ne saurais pas par où commencer. Alors là, il faut tous les gens qui sont impliqués dans la transition énergétique m'inspirent en général. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées en ce moment, pour ce qui est l'innovation. Et je trouve que c'est un secteur qui est fascinant de ce côté-là. J'ai pas une personne en particulier qui me vient à l'esprit, mais le secteur, en tout cas, m'inspire. Bon, bah écoute, ce sera pas le mot de la fin, parce que le mot de la fin, c'est encore toi qui vas l'avoir. C'est ta minute promo. Enfin, promo ou ce que tu veux d'ailleurs, hein, je dis promo, mais t'es pas obligé de faire de la promo. T'as une minute pour passer un message, faire une promotion, j'en sais rien, ce que tu veux. Moi, j'ai pas de promotion à faire, pas du tout. Je veux simplement peut-être un conseil, une fois de plus, à tous les ingénieurs qui écoutent, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer aussi dans le domaine de l'énergie, et pourquoi pas dans l'industrie pétrolière. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est une industrie fascinante, et ne pas avoir peur de prendre des risques. Je pense que c'est en France l'erreur est toujours, l'échec est toujours considéré comme
comme mal, alors que c'est l'échec, on apprend énormément et c'est bien l'échec. Il faut pas avoir peur de faire les erreurs parce que c'est là qu'on rebondit et qu'on puisse faire des choses après extraordinaires. Donc ne pas avoir peur d'échec. C'est vraiment moi qui j'ai vu toutes ces années qui m'a énormément apporté. Faire, c'est mieux que parfait. Exactement. Merci beaucoup, David. Ça a été un échange hyper riche, hyper intéressant. J'espère que ça n'a pas été trop fouillis, que tu as passé un bon moment. Très bien. Avec grand plaisir. Bon, bah merci beaucoup. Je te souhaite plein de réussite et à bientôt. Merci toi aussi. Salut.